Bonjour à tous, bonjour Vincent. Bonjour Gabriel. Bienvenue alors pour ce nouveau NeuroLive un peu particulier parce que donc là pour la première fois il a lieu sur Zoom. On avait essayé la semaine dernière avec Béatrice Navarro de faire le NeuroLive à deux écrans partagés sur Facebook. Apparemment ce n'était pas possible, donc voilà, pour quand même pouvoir garantir les NeuroLives qui étaient prévus pendant cette période de confinement, on s'est dit qu'on allait le faire sur Zoom et que du coup une fois la vidéo enregistrée, on allait la partager donc sur Facebook afin qu'elle puisse être diffusée auprès des personnes qui regardent habituellement donc le NeuroLive. Comment ça va Vincent? Ça va et toi? Est-ce Ça que va tu très vis bien, bien ça va très ton bien. confinement? Comment? Est-ce que tu vis bien ton confinement? Ça va, ça va. Même si on n'a pas de jardin, on le vit bien et il le faut bien parce que bah, forcément, il y a quand même pas mal de personnes qui comptent aussi sur nous pour qu'on puisse les rassurer. Et toi, ça va? Écoute, T'arrives ça à te va. organiser? Je suis trop occupé pour mal vivre le confinement. Donc, ça va être une thématique qu'on va développer aujourd'hui. Cette vidéo qu'on avait décidé de faire ensemble, c'était quoi? C'est que le confinement, on n'a jamais été habitué à être confiné. C'est une grande première pour nous. Alors, c'est sûr que quand tu te casses la jambe, tu es semi-confiné. Si tu as cette malchance dans ta vie d'attraper une leucémie, bah oui, tu vas être confiné. Mais bon, le commun des mortels, je pense, n'a jamais eu ce type d'expérience. Donc, on est sollicité par rapport à ça et les organismes de auxquels on est affilié. Moi, je suis affilié à la FTCC, je suis affilié à MDR France, je suis affilié à certains trucs, ont envoyé à tous les thérapeutes des documents sur comment nous, on devait gérer notre confinement et comment on pouvait aider nos patients à gérer le confinement. Donc, ça tombe à point nommé, puisqu'entre cette décision que toi et moi, on avait prise et entre-temps, les différents instituts et associations qui ont envoyé les documents, ça tombe à point nommé. Donc, comment on va gérer le confinement? Écoute, moi, ce qui ressort pour l'instant de ma pratique personnelle du confinement et de ce que les patients mettent en place ou de ce qu'on a pu décider tous ensemble, je dirais qu'il faut séparer déjà le confinement du commun des mortels et le confinement des personnes qui ont des soucis psy, parce que c'est pas la même chose. Ok? Toi et moi, on n'a pas de soucis psy, donc à part s'ennuyer et tourner en rond, il risque pas de nous arriver grand-chose. Donc qu'est-ce qu'on fait? Bah écoute, on essaye en gros de maintenir les horaires, c'est qu'on essaye de se lever plus ou moins à la même heure. On va pas se lever à 6h30, mais on essaye de se lever relativement tôt et on essaye d'avoir un planning. Il faut absolument qu'on ait un agenda. Et ça, c'est ce que je racontais à une patiente hier. Elle n'a pas d'obligation, elle se lève à 13h, donc elle n'est pas motivée, donc elle est déprimée. Donc les pathologies pour lesquelles elle consulte ont tendance à augmenter. Donc elle se met à faire des trucs à 22h, donc elle se couche à 4h du matin. Voilà. Et puis tu peux avoir d'autres patients qui vont dire que comme ils se sentent inutiles, eh ben, ils sont déprimés, donc ils vont commencer à boire de l'alcool. Et le truc qu'il ne faut pas en confinement. Donc en gros, nous, à part se lever relativement tôt le matin et avoir un planning très carré, moi je dirais que le commun des mortels a besoin d'avoir en gros le même planning que s'il était au travail. Alors, il y a des gens qui sont habitués au télétravail. Il y a des gens qui sont habitués à avoir un jour ou une après-midi de télétravail. Là, on est sur 7 jours de télétravail pour un mois, voire peut-être un mois et demi. Donc, il faut qu'on arrive quand même à mettre en place cet agenda et arrive à couper en étant dans la maison. Est-ce que, alors justement, donc alors désolé de te couper, mais peut-être que du coup c'est une précision quand même qui est assez importante. Avant que tu nous fasses part donc de tes observations par rapport au confinement, c'est que déjà en fait on est d'accord pour dire qu'il n'y a pas forcément de formule miracle hein, pour pouvoir passer cette période si particulière. Personne n'a de baguette magique et c'est normal si on est un tout petit peu déboussolé, en tout cas pendant cette période de confinement. Alors, il n'y a pas de baguette magique déjà parce qu'il y en a qui sont en couple, il y en a qui sont célibataires, il y en a qui ont 3 enfants, il y en a qui sont dans 20 mètres carrés, il y en a qui sont dans 300 mètres carrés avec un jardin, il y en a qui ont des enfants malades avec des diagnostics. Donc, en fait, il y a 1000 configurations. Donc là, on ne va pas pouvoir réfléchir aux 1000 configurations. On va donner des grandes lignes directrices et c'est à chacun de voir comment il peut s'en saisir et les adapter pour lui. Mais en gros, petit 1, il faut absolument maintenir une certaine régularité au niveau du lever le matin. Petit 2, il faut avoir un planning. Il faut que la journée soit bien remplie. Et pour moi, le but, c'est pas de se lever et décider ce matin ce que tu vas faire aujourd'hui. Pour moi, ça doit être décidé plusieurs jours à l'avance. Ça veut dire que si tu travailles de 9h à 13h et de 15h à 18h, il faut absolument que ça ne bouge pas. Il ne faut pas commencer à aller un peu sur Facebook, un peu faire du rangement, un peu revenir sur ton dossier, après partir en conférence ou en call et revenir parce que cette anarchie au niveau de ton planning, ça va très vite se retourner contre toi. Donc, il faut arriver tant bien que mal à maintenir un planning fixe. Les gens qui sont en ce moment en vacances ou qui sont au chômage partiel,
ils n'ont plus d'occasion, il n'y a plus rien à faire. Donc, c'est même pas qu'on leur demande de travailler, ils n'ont rien à faire ou peu à faire. Là, ça commence à devenir dangereux. Il va falloir s'occuper. Alors, je ne sais pas ce que tu as fait, je ne sais pas ce que ta famille a fait, mais tout le monde a été unanime. Moi, j'ai passé la première semaine à ranger l'appartement, j'ai fait des poussières, j'ai tiré le frigidaire, le truc que personne ne fait. J'ai tiré le frigidaire, je dis, ah, il y a de la poussière derrière le frigidaire. Ma mère m'a téléphoné, elle est en train d'attaquer la cave, le garage. Moi, j'ai fait la cave. En fait, tu fais des trucs que petit 1, tu es censé faire pendant les grandes vacances et petit 2, que jamais de ta vie tu feras sauf que tu déménages. Tu tries des bouquins, tu tries des DVD, tu dis ah tiens, je vais lire ce bouquin, ah tiens, je vais retirer les peluches sur le tapis, truc dont tu t'en fous. Mais voilà, ça me paraît vital. Je pense qu'on va bientôt avoir fait le tour de tout ce qu'on peut faire en termes de rangement. On a rangé pour la 14e fois les assiettes. Ça fait 41 fois que tu passes l'aspirateur la même journée. Là, je pense que sur la 2e et la 3e semaine, on va commencer à tourner en rond. Il va donc falloir qu'on mette en place des nouvelles stratégies. Il va falloir qu'on bookine beaucoup plus. Il va falloir qu'on regarde plein de DVD, qu'on s'abrutisse pas trop non plus devant la télé parce que la télé a tendance à endormir un peu nos cerveaux et après on n'arrive plus à réenclencher sur d'autres choses. Mais il faut, c'est vital qu'on soit occupé. Il y a un autre point qui est très C'est très important important aussi. qui, Alors, ce que tu dis, c'est oui, occupé, mais tout en étant actif et pas forcément par exemple, face à la télé, en fait, on ne réfléchit pas et du coup, en fait, on endort notre cerveau. Donc, il faut quand même rester occupé tout en étant ouais, actif pour maintenir justement en ouais. fait cette gymnastique du cerveau qui est dans le je suis quand même en fait obligé, entre guillemets, en tout cas, je m'oblige à produire quelque chose. Autre chose aussi que je voulais dire, c'est tu sais, en fait, au final, on ne sait pas combien de temps va durer ce confinement. Donc, c'est difficile en fait de pouvoir gérer ce temps qu'on a, entre guillemets, parce qu'en fait, on ne sait pas combien de temps ça va durer. On ne savait pas lorsque ça a commencé. On nous avait annoncé 2 semaines. Je pense que tout le monde savait très bien que ça n'allait pas durer 2 semaines, que ça allait durer beaucoup plus que ça. Là, on nous a de nouveau rajouté 2 semaines. Et encore, en fait, on pense que très, très fortement, ça va durer un mois. Donc, finalement, en fait, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Autre chose aussi qui est, à mon sens, en tout cas assez important de souligner, c'est que chacun d'entre nous, cette première semaine, en tout cas ces 2 premières semaines, on les a passées à faire quelque chose, à essayer de s'occuper justement plus ou moins maladroitement, parce que faisons avec les moyens du bord. Certains avaient besoin de repos, donc ils se sont reposés. D'autres avaient besoin de temps pour finir telle série, donc ils ont profité de ce temps-là pour finir la série. D'autres avaient déjà entamé, par exemple, des travaux, ils faisaient de la peinture, et du coup ils se sont dit, bon, chouette, maintenant j'ai du temps, je vais pouvoir finir tout ça. Et par rapport au travail, là, c'est pareil, tout dépend. En fait, c'est si on est en profession libérale, si on est auto-entrepreneur, si on est salarié, si on est employeur. Et du coup, plus ou moins, la charge de travail et de responsabilité qu'on a au quotidien est celle avec laquelle on repart en fait en confinement. Euh, un truc qui est important selon moi, en fait, c'est parce que tu parlais de rythme, c'est aussi se rappeler en fait des jours. Je ne sais pas, par exemple, si toi, ça t'arrive. En tout cas, je sais que moi, il y a pas mal de personnes autour de moi auxquelles c'est arrivé. C'est en fait, ils se lèvent le matin, ils ne savent même pas en fait quel jour on est. Parce que justement, totalement coupé de tout repère. Donc, tu as souligné le fait que c'est important en fait, d'avoir un agenda. Ça, effectivement, selon moi aussi, c'est primordial. C'est-à-dire qu'il faut, quoi qu'il en soit, en tout cas, faire attention au calendrier. Après qu'on décide quelques jours avant, ou alors même si c'est que la veille, c'est pas grave, en tout cas c'est que la veille, mais effectivement on décide en amont de ce qu'on va faire le lendemain ou dans quelques jours. Ça aussi, effectivement, c'est extrêmement important, non seulement pour pouvoir se repérer, et puis surtout pour ne pas déprimer, pour pas se dire mince, en fait, j'ai plus rien à faire, par exemple. Pardon, je t'ai coupé. Autre chose Un aussi, autre point qui est pour que tu saches, important, vu que c'est la ouais, première fois qu'on fait le Zoom, euh, du coup, la vidéo là, qui sera diffusée, on n'apparaîtra pas tous les deux à l'écran. Ça sera celui qui, tu vois, là, par exemple, là, il y a le carré vert, ouais, c'est celui qui a le carré vert qui apparaît à l'écran. Ça marche? d'accord. Voilà. Donc à chaque fois qu'on se coupe la parole, ça va faire un truc genre épileptique des années 70 en fait. C'est ça. C'est ça. Ok. Il y a un autre point qui est important, c'est que le confinement, ça provoque des émotions. Est-ce qu'il est normal qu'on s'ennuie? Oui. Est-ce qu'il est normal qu'on déprime un peu? Oui. Est-ce qu'il est normal qu'on tourne en rond? Oui. Donc, sans vouloir d'avoir l'une de ces trois émotions, c'est pas très, très pertinent. On peut pas avoir autre chose que ce type d'émotion. Donc, on va accueillir ces émotions. Je m'ennuie, ok. On va réfléchir à une solution. Est-ce qu'il est normal au bout de 3 heures d'activité que je sois à nouveau dans l'ennui? Oui. Mais notre cerveau, je pense qu'il est capable de s'adapter. On va au bout d'un moment commencer à prendre le pli.
Donc, on doit juste laisser le temps à notre cerveau de trouver des nouveaux repères. Tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à quand j'étais ado. J'avais ma Mega Drive et tout. Puis d'un seul coup, on partait chez les grands-parents. Alors, tu penses bien, à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur chez les grands-parents, il n'y avait pas de console de jeu. Et puis, le Wi-Fi, ça n'existait pas. L'Internet, ça n'existait pas. Et on se retrouvait subitement avec mon frère dans une baraque immense, avec de la forêt et rien. Et pendant une semaine, on était avec mon frère comme ça sur la terrasse. On va mourir. Il n'y a rien à faire. Non. Et au bout d'une semaine, tu sais, bah, ton cerveau il commence à trouver des nouveaux repères qui est ah bah tiens, et si on allait se balader dans la forêt, ah bah tiens, si on allait faire les cons dans les arbres, ah bah tiens, si on allait creuser des trous, ah bah tiens, si on allait aider le grand-père dans le jardin, tiens, si on allait bouquiner, le truc improbable, aller bouquiner. Donc il y a cette capacité naturelle du cerveau, même s'il a une période de transition où il patine un peu dans la semoule, ça va se remettre au bout d'un moment. Donc ça, je ne suis pas étonné par rapport à ça, ça va se faire. Mais il faut qu'on accepte qu'il est normal de s'ennuyer, qu'il est normal de déprimer, qu'il est normal de tourner en rond. Parce que s'énerver d'avoir ces émotions, ce serait quasiment oublier qu'on ne peut pas être autrement que dans cet état-là. Il ne faut pas s'agacer d'être dans cet état-là, il ne faut pas s'en vouloir d'être dans cet état-là. Ah, bien Un sûr. autre, En plus, ouais. du coup, ça serait se rajouter en fait un problème. Ça serait se rajouter un problème en se disant mais pourquoi en fait je suis comme ça alors qu'au final en fait ça nous aide pas du tout à pouvoir trouver une solution face à ce temps qu'on a devant nous. Un autre point qui est important, et on n'a pas pour l'instant abordé le deux petit 2 sur les gens qui ont une pathologie, c'est que le commun des mortels, là, bah, il s'ennuie, donc il bouffe. Et puis, on est juste à côté de la cuisine. Et puis, toute la journée sur l'ordinateur ou devant la télé, au bout d'un moment, bah, on a besoin de stimuler le cerveau. Donc, on va avoir une tendance à prendre un peu plus d'alcool, à manger plus de sucre, à manger plus de gras, et ça, faut faire gaffe. À la limite, prendre du poids, c'est pas très grave. Mais ceux qui ont une tendance à prendre de l'apéro tous les soirs, ou qui ont tendance de manière générale, quand ils s'ennuient, à prendre de l'alcool, ou qui vont dire oh, on va faire des Skype avec les copains, on va faire des apéros tous les soirs, ben, on va très vite augmenter la consommation d'alcool et ça, c'est pas forcément une bonne idée. J'aimerais, si tu es d'accord, qu'on aborde maintenant le deuxième point qui est comment on fait maintenant qu'on a une pathologie. Ouais. Bah, on est sensiblement sur les mêmes conseils. Mais quelqu'un qui a une tendance à la dépression, qui est en dépression ou qui a risque de rechute de dépression, ou quelqu'un qui est bipolaire, par exemple, le confinement, ça va très vite se retourner contre lui. Parce qu'il y a une diminution des contacts sociaux. On sait que côtoyer des gens, c'est un très bon antidépresseur. Subitement, on ne peut plus côtoyer des gens. Moi, par exemple, je suis seul avec le chat dans mon appartement. Je suis très content, ceci dit, de ne pas être à 2 ou à 3 parce que ça risque d'être invivable. Mais il y a d'autres personnes qui sont confinées dans 30 mètres carrés, ils sont deux. Je pense qu'un patient, il est dans 30 mètres carrés en télétravail. Donc, en fait, son appartement, il y a le lit qui est un canapé convertible. Et à 2 mètres, il y a son bureau, il fait du télétravail toute la journée, du marketing. Derrière, il y a sa femme qui est enceinte. Donc, comme ils devaient trouver un nouvel appartement le temps de la grossesse, c'est pas possible. Ils sont confinés peut-être jusqu'à début mai. C'est un enfer à gérer. Et cette femme, elle a l'habitude d'aller se promener tous les jours parce qu'elle tient pas en place. Mm. Là, on est vraiment sur des cas, il va falloir très, très vite trouver une organisation. Comment elle va faire pour ses sorties? Qu'est-ce qu'elle va essayer de négocier avec son thérapeute ou son médecin vis-à-vis de la police qui va après regarder le papier? Il y a beaucoup de choses à mettre en place. Il va falloir que ce soit très vite mis en place avec les intervenants médicaux. Donc oui, on est confiné, il ne faut pas qu'on s'ennuie trop. Tant pis, malheureusement, si on ne peut pas sortir, on est bien obligé de faire avec. Mais il y a des personnes, par exemple, qui se retrouvent aussi dans 10 mètres carrés ou qui se retrouvent à 3 dans 20 mètres carrés. Il va falloir réussir à mettre en place des activités. Est-ce que chacun va avoir son espace? Est-ce que, par exemple, moi, je suis dans le canapé et après, bon, je vais aller au bureau, tu viens à ma place et toi, tu étais là et on va tourner pour ne pas rester 8 heures d'affilée dans le même endroit. Mais comment on fait s'il y en a un qui bosse et l'autre qui va regarder la télé? Il va falloir prendre des boules caisses. Mais moi, je n'ai pas passé tous mes coups de téléphone dans la salle de bain. Il va falloir au bout d'un moment qu'il n'y ait pas une place attribuée pour la journée, mais que chacun ait le droit d'aller dans les différents endroits et de tourner pour que visuellement, tu aies un peu l'impression d'avoir changé de pièce, même si tu es globalement plus ou moins dans la même pièce. Alors, pour Ouais. relativiser, en tout cas essayer de relativiser, parce que là, bon, là, pour le coup, c'est sûr que tu parles de conditions alors déjà extrêmement différentes d'une condition à l'autre. Et puis là, c'est sûr que c'est loin d'être des conditions idéales. C'est sûr que être confiné à 3 dans un 30 mètres carrés et puis être confiné à 2 dans un 200 mètres carrés, il y a quand même une différence de comment on va vivre l'aventure, vivre la chose. Je pense que c'est vraiment toujours en fait important déjà de pouvoir se dire que c'est temporaire. C'est pas en fait une condition. Le confinement normalement, en tout cas, on va pas partir sur un confinement à vie. C'est temporaire. Donc ça, en fait, déjà il faut l'accepter. Donc quand bien même on sache pas exactement quand est-ce que ça va se terminer, c'est normalement ça va durer de quelques semaines à éventuellement un mois. Mais normalement, en tout cas, pas plus. Donc ça déjà en fait il faut l'accepter. Donc oui, c'est inconfortable, oui, c'est désagréable, oui, ça demande beaucoup d'efforts de la part de chacun, et chacun d'entre nous, on va avoir plus ou moins de facilité à pouvoir gérer la chose, parce que ça, c'est pareil, il y a gérer le confinement
sur les conditions pratiques, mais à gérer le confinement. Et ça, de toute façon, on va en parler sur le plan émotionnel. Qu'est-ce qu'on fait du coup lorsque on est anxieux, par exemple? Qu'est-ce qu'on fait si on est claustrophobe, par exemple? Et du coup, donc ça, en fait, il faut l'accepter dès le départ et ça ne peut que aider, en tout cas, à pouvoir faciliter les conditions de chacun pendant le confinement. Qu'on soit 3 dans un 30 mètres carrés ou 2 dans un 200 mètres carrés. Donc, les patients qui ont des diagnostics, quelqu'un qui est déprimé, c'est sûr que là, s'il ne maintient pas un horaire de lever, il ne maintient pas la douche, il ne maintient pas des activités, il va très vite commencer à repartir en dépression. Quelqu'un qui a tendance à avoir besoin des autres pour pouvoir maintenir le moral, les autres étant un antidépresseur, ne voir personne, il va falloir maintenir les coups de téléphone à la famille, faire des Skype apéro, ça c'est une super bonne idée s'il n'y a pas trop d'alcool. Ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place. Toi, on l'a fait la semaine dernière, je crois que c'était la Oui. semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus, où on s'est foutu des dates comme ça de Skype, où tout le monde mangeait avec une caméra. Moi, j'ai encore fait avec des amis, on était quasiment 11 sur une fenêtre Messenger, c'était incompréhensible, mais c'était marrant. Et ça, va falloir absolument qu'on le garde, qu'on ait des coups de téléphone de la famille. Il faut qu'il y ait un minimum de contacts sociaux malgré le confinement. Il va falloir que les personnes qui ont des diagnostics fassent très attention à l'alcool. Ça, c'est vraiment important qu'il faut faut pas qu'ils stockent de l'alcool. L'alcool, c'est hyper intéressant pour calmer l'anxiété. C'est un très bon médicament anti-ennui. Le problème, c'est qu'avec un diagnostic, ça va être une catastrophe. Donc, la personne qui a tendance à calmer l'ennui, calmer l'anxiété, calmer la déprime par l'alcool, tu penses bien qu'en confinement, ça va être multiplié par 10. Donc, ce n'est pas une bonne idée d'avoir des stocks d'alcool ou des stocks de nourriture. Il va falloir très clairement que ce soit remplacé par de l'hyperactivité. Ouais, non, tu m'as compris, de l'activité remplacé par des techniques de gestion émotionnelle comme la respiration et la méditation dont on va parler dans une autre vidéo et qui est une distanciation par rapport aux symptômes. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre le symptôme de plein fouet, il va falloir que le symptôme soit là, on cohabite avec lui, par exemple il a le chat sur mes genoux, je cohabite avec le chat, il est là, j'accepte, mais là je ne suis pas en train de m'occuper du chat, je suis en train de discuter avec toi. Donc on va laisser le symptôme là et on ne va pas s'en occuper. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument qu'on évite petit 1 la focalisation sur le symptôme, parce que plus tu l'observes, plus tu as des neurones qui font un effet loupe, donc c'est mauvais plan, et surtout qu'on ne soit pas disponible pour les pensées, pour les ruminations qui vont accompagner le symptôme. C'est-à-dire que le symptôme, il est là, plutôt que de s'énerver de l'avoir, ce qui va le renforcer, on va le laisser là, on ne va pas s'en occuper, on va mettre le maximum de notre concentration et de notre attention sur d'autres tâches. L'idée étant que si le maximum de neurones est occupé par une activité, une distraction, tu n'as pas le cerveau trop disponible pour le symptôme. Et ça va être très important pour les anxieux qui cohabitent avec l'anxiété, mais qui ne soient pas disponibles pour leur anxiété. Ce qui, attention, n'est pas un évitement. Je n'ai pas dit éviter, j'ai dit cohabiter. Donc, c'est là, ça a le droit d'être là. De toute façon, c'est comme ça que le cerveau est câblé, on ne peut pas faire autrement. On va laisser les symptômes se balader, comme des mouches qui se promènent dans l'appartement en été. On ne va pas leur courir après avec la tapette à mouche. La mouche, elle se promène, à un moment, elle va ressortir. Nous, on a d'autres chats à fouetter. On va rester focalisé sur ce qu'on avait décidé de faire. C'est valable pour les émotions et c'est valable pour les pensées ou les ruminations qui vont émerger. Ça, c'est tout le challenge de la pleine conscience qu'on verra tout à l'heure. Et c'est valable pour les anxieux, c'est valable pour les patients qui souffrent de dépression et de manière générale pour la majorité des troubles émotionnels. Il y a un autre point qui va être important, c'est comment tu vas gérer les enfants. Alors moi, j'ai un chat siamois extrêmement capricieux. Alors ça va parce qu'à part pioncer toute la journée à côté du radiateur, elle ne me dérange pas trop. Mais il y a cette question des enfants. Ce que je vois pour l'instant, c'est que mes amis sur Facebook, ils n'en peuvent plus. Ce sont des parents gentils, ils ont des enfants qui n'ont généralement pas trop de pathologie. Et ils n'en peuvent plus parce que le gamin, il est censé être à l'école, les parents sont censés travailler, le soir, le gamin est dans sa chambre pour faire ses devoirs, sauf que là, le gamin, il n'a pas de devoirs, tu es censé faire des trucs, et là, tu te retrouves de 8h jusqu'à 22, 23h avec les enfants qui s'ennuient, qui sont à côté, qui viennent te déranger, ouais, je peux faire ça, mais attends, je suis en télétravail, et en fait, ça devient un enfer. En fait, ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas être autrement, parce que l'enfant, il est censé être stimulé, là, il ne l'est plus. Les parents, ils doivent travailler dans des conditions potables, là, ils ne peuvent pas travailler dans des conditions potables. Donc, il y a un effet, si tu préfères, des rats qui sont dans la cage, et forcément, au bout d'un moment, ils s'attaquent réciproquement. Là, il faut vraiment partir du principe que ça ne peut pas être autrement. C'est-à-dire que si les parents partent du principe que les enfants doivent comprendre, non, les enfants, ils ne vont pas comprendre. Et si les enfants partent du principe que les parents devraient, non, ce n'est pas comme ça que ça va fonctionner. Donc, il faut déjà, en gros, qu'il y ait une conversation sur le fait qu'il est normal que les enfants s'ennuient, il est normal qui s'agitent dans tous les sens et qui soient bruyants. Et c'est normal que les parents ne puissent pas avoir la capacité de travail qu'ils espéraient. Il faut qu'il y ait une bonne gestion de l'anxiété des enfants. C'est-à-dire, il va falloir qu'on les informe sur ce qui se passe, mais il va falloir en effet couper la télé. Et c'est ce que je conseille aussi, même pas uniquement aux parents d'enfants, mais à tout le monde.
Les chaînes d'information en continu, c'est 5 à 10 minutes maximum. Parce que moi, j'ai regardé il y a 3 jours, j'avais envie de me pendre. Franchement, tu regardes les infos 20 minutes, tu as envie de te pendre. Donc, que ce soit pour les adultes, que ce soit pour les gens qui ont des pathologies ou pour les parents d'enfants, enfants qui ont des diagnostics ou qui n'en ont pas, il ne faut pas traîner sur les chaînes d'infos, il faut dédramatiser auprès des enfants. Il y a une maladie dans la rue, les médecins gèrent le truc, ni la politique de l'autruche, il n'y a rien qui existe, il ne se passe rien, vous inquiétez pas. Ah, on est confiné, mais non, il n'y a pas de raison, ni dramatisation non plus. On informe les enfants et voilà, on va surtout pas plus loin. Il y Ah, a des médecins t'as tout dit par rapport aux enfants. Effectivement, en fait, il faut partir du principe que c'est normal, en fait, si les enfants s'ennuient, parce que de toute façon, les enfants, en fait, ils sont pas là pour ne rien faire. Ils savent pas gérer, en fait. Ils savent pas gérer, c'est normal. Ils ne peuvent pas déjà s'autoréguler, puis ils savent pas comment profiter de ce temps qu'ils ont finalement, qui est mis à leur disposition. Nous, en tant qu'adultes, on va déjà, en fait, en tant qu'adultes, on va avoir plus ou moins de facilité à pouvoir gérer ce temps qu'on a qui aujourd'hui nous est offert. C'est normal que les enfants et tout ne savent pas comment il faudrait faire. Puis un enfant, c'est pas fait pour s'ennuyer. Un enfant, c'est fait pour faire quelque chose. Soit il doit apprendre quelque chose, soit il doit jouer, soit il doit discuter, soit il doit être dans l'imagination, dans l'invention, dans la construction, mais il doit faire quelque chose. Donc là, pour le coup, c'est aux adultes. Idéalement, alors, la réalité, c'est quoi? C'est que oui, les enfants vont avoir les programmes scolaires à respecter. D'ailleurs, ça change d'un établissement à l'autre. Ils vont avoir des cours parfois en ligne, ils doivent rendre des devoirs à la fin de la journée, ils doivent rendre des devoirs à la fin de la semaine. Donc, il y a aussi toute une organisation qui est nouvelle pour les enfants et du coup aussi forcément pour les parents qui doivent gérer ça en plus à la maison, plus du coup le télétravail pour les parents qui sont en télétravail. Donc de toute façon, il faut accepter que ce soit galère pour tout le monde. Mais encore une fois, en fait, ça va durer qu'un temps. C'est pas dit que du coup ça va durer jusqu'à la fin de la vie. Donc il faut accepter que ce soit un petit peu compliqué, il faut accepter aussi que ce ne soit pas parfait. C'est-à-dire que oui, il va y avoir des ratés. Oui, ça se trouve, l'enfant ne va pas comprendre tel cours, et puis bah, tant pis, en fait, on ne saura plus comment faire pour récupérer le cours. Ça se trouve, les parents ne vont pas pouvoir travailler comme ils l'auraient souhaité en télétravail. Bah ouais, mais ça, c'est de toute façon, ça fait partie en fait de la condition. Encore une fois, elle est inconfortable pour tout le monde, et du coup, le but, finalement, en fait, aussi de cette vidéo, c'est de faire comprendre à tout le monde que bah voilà, on fait chacun d'entre nous du mieux qu'on peut au quotidien pour améliorer notre propre qualité de vie à chacun d'entre nous et par ce biais-là aussi améliorer la qualité de vie de l'autre qui vit avec nous, qui aurait plus ou moins de difficultés à pouvoir gérer cette situation. Parce que ça se trouve, nous, en fait, on gère bien, mais la personne qui vit avec moi, bah, elle, en fait, elle est en train de péter un câble. Donc, plus vite, en fait, on arrivera à se gérer comme il le faut nous-mêmes. Et normalement, en tout cas, plus vite, on pourra aussi gérer un petit peu mieux l'autre qui est un petit peu plus en difficulté pour se gérer. Et du coup, ça me permet en fait de rebondir sur ce que tu as dit par rapport à l'alcool. Et merci justement d'insister à ce point-là sur la consommation d'alcool qui pourrait être excessive, surtout en période de confinement. L'alcool, tu me dis si je me trompe, mais normalement, en tout cas, l'alcool favorise la perte de contrôle à tout niveau, que ce soit sur le plan psychologique qu'au niveau physique. Alors que nous, en fait, tout ce qu'on veut, c'est si en fait on est face à quelqu'un qui est sain psychologiquement, cette personne-là, on s'appuie sur ses capacités de contrôle à pouvoir gérer la situation. Donc, ça serait dommage en fait d'avoir ces capacités-là et à cause d'une consommation d'alcool plus ou moins excessive, de perdre en fait ces capacités de contrôle et du coup finir par surstressé parce que bah, du coup ça se trouve ça peut augmenter en fait des capacités de stress qui étaient plus ou moins latent, on va dire, dans chacun d'entre nous, mais du coup, ça va exploser. Ou malheureusement, mais arriver à des situations critiques parce que bah, du coup, il y aurait eu consommation d'alcool et au fait, au final, ça part en engueulade, ça part en bah, je pète un câble parce que l'enfant n'arrive pas à faire ce que j'attends de lui, je pète un câble parce que mon patron ne comprend pas que je ne peux pas travailler comme il le faudrait parce que j'ai 3 enfants à gérer, plus toute une maison à faire tourner. Donc, heureusement que tu vois, insistes sur cette consommation d'alcool et que tu mets en garde par rapport à cette consommation d'alcool qui pourrait être vraiment, vraiment, vraiment dangereuse et qu'il faudrait le plus possible mettre de côté pendant la période de confinement. Il y a un dernier point qui est important, qui est là et quand même social, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas faits pour revenir dans leur famille.
C'est-à-dire que des gens qui ont quitté leur famille depuis des années dire ah bah tiens, je vais aller gérer le confinement avec mes parents, ça va être une bonne idée. En plus, il y a une grande maison, donc moi j'ai 30 mètres carrés, je vais aller chez mes parents qui ont un jardin. Quand ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans que tu es parti chez tes parents, retourner chez tes parents 24 heures sur 24, c'est pas une bonne idée. Donc il y en a qui sont en train de se rendre compte là ces derniers jours que ce n'était pas une bonne idée. Il y a des engueulades constamment. Les parents ont parfois ce réflexe de ah, tu veux de la salade, mais tu aimais ça quand tu étais petit. Bah, je t'ai fait des tomates et là on a envie de péter un boulon. Et puis aussi, bien évidemment, le confinement favorise ou va augmenter les violences conjugales et les conflits. Donc, quelqu'un aujourd'hui qui n'a pas le droit de sortir, qui est confiné, qui a un mari violent ou qui se retrouve subitement avec un membre de la famille, qui a des crises d'impulsivité et compagnie, là, il faut quand même, au bout d'un moment, qu'il y ait quelque chose qui soit mis en place. C'est-à-dire que le médecin généraliste, le psychiatre, le thérapeute puisse, à la limite, voir s'il peut signer un papier pour que la personne parte ailleurs. Donc, ce n'est pas qu'on casse le confinement, c'est qu'on ne peut pas rester confiné dans ces conditions-là. Moi, j'ai déjà 2 patients en une semaine chez qui, bah, désolé, avec le médecin, on a signé un papier qu'on leur a envoyé par email. Ils ont pris la voiture, ils sont partis ailleurs. Alors, ils n'ont pas rejoint d'autres personnes parce que le but, ce n'est pas de ramener potentiellement des symptômes. Ils sont partis dans un endroit où il n'y avait personne. Mais entre la première où son mari s'alcoolise et fait des crises de fureur et le deuxième où il voit ses parents s'engueuler et la mère qui commence à gifler le père 3 fois par jour, au bout d'un moment, il faut arrêter, quoi. Donc, si on essaie de stabiliser les patients et que derrière, ils vont dans une maison où il y a de la violence contre eux, où ils sont témoins de la violence, là, il faut arrêter ce type de confinement. Il faut aller se confiner ailleurs. Alors, pas retourner chez quelqu'un, parce qu'on n'est pas censé aller chez quelqu'un. Si on peut aller dans une maison où il n'y a personne, c'est bien. Mais là, il ne faut pas hésiter, je pense, à rentrer en contact avec son médecin. Ils en ont parlé un peu à la télé, ils ont commencé à circuler. Là, la question de violence conjugale et d'interaction conflictuelle, ça a commencé les premiers jours. Là, on en est à 15 jours, ça va continuer à monter. Ouais. Effectivement, du coup, le confinement, ce n'est pas une condition de vie idéale et ce n'est pas enfin, c'est pas du tout ce qu'on recherche dans la vie. Il faut vraiment, vraiment pas confondre, ou en tout cas, il faut vraiment pas finir par se dire que le confinement sert à justement faire le ménage, se retrouver soi-même, finir les épisodes de telle série. Le confinement, c'est pour diminuer la propagation du virus. C'est tout. Une fois que du coup, en fait, cette propagation de virus sera contrôlée, ça sera la fin du confinement et on pourra vraiment retourner chacun d'entre nous à nos vies. Donc, alors, finalement, tout ce qu'on est en train de se dire sur bah, comment on peut passer ce temps-là. Alors, il y en a plein qui disent même merci le confinement parce que justement, ça me permet de prendre plus le temps pour moi. Bah, mon discours à moi, c'est que bah, du coup, à ce moment-là, alors soit en fait, il faut faire attention à quelles étaient nos priorités quand il n'y avait pas encore le confinement, ou alors bah, du coup, si ça vous a permis d'ouvrir les yeux, en tout cas sur ce que vous souhaiteriez faire une fois le confinement terminé, bah, voyez par vous-même en fait si vous pouvez le faire ou pas. Mais effectivement, c'est pas parce qu'il y a confinement que du coup après derrière, il faut tout accepter. Les violences conjugales qui malheureusement existent et qui existent beaucoup par exemple en France. Euh, Certes, il y a confinement, mais ce n'est pas pour autant que on ne peut plus porter plainte, on ne peut plus changer en fait, les conditions parce qu'il y a confinement. Avant toute chose, c'est la santé de chacun qui compte. Et du coup, si on est otage d'un mari ou d'une épouse violente, à ce moment-là, il faut absolument faire quelque chose. D'ailleurs, pareil aussi pour les enfants. Il y a les enfants qui sont coincés en fait, avec des parents qui malheureusement ne savent pas gérer avec leurs enfants. Si vous êtes voisin et que vous entendez du coup votre enfant, enfin l'enfant qui est en train de pleurer tous les jours, c'est pas pour autant en fait qu'il faut fermer les yeux. C'est pas parce qu'il y a confinement en fait que tout s'arrête. Les restos, les cinémas, les événements, tout ça est tout d'accord, c'est fermé, c'est en stand-by. Mais nous, on continue d'exister. Donc, il faut vraiment, vraiment maintenir, c'est ce que tu disais aussi, quoi qu'il en soit, en tout cas, garder les yeux ouverts et puis maintenir euh, des relations sociales. Il faut échanger. Si on ne peut pas sortir de chez nous, eh ben, on reste actif quand même sur les réseaux sociaux. On prend le temps de passer des coups de fil parce qu'en prenant des nouvelles des gens, bah, les autres aussi peuvent aussi prendre de nous, de nos nouvelles pour savoir en fait comment on va tout simplement. Et que du coup, faut absolument, absolument maintenir les, faut rester connecté en fait. Faut vraiment, vraiment rester connecté. C'est primordial. Il faut rester connecté, discuter avec les gens, mais il ne faut pas trop traîner sur Facebook parce Oui, que ça dépend comment est configuré ton Facebook. Mais il y a des gens qui se sont abonnés
au Monde, au Parisien, à Nouvelle Obs, machin et tout ce que tu veux. Et en fait, tu as 25 000 articles sur ton mur qui arrivent, de machin est mort, il y a eu 1000 morts en Italie, on va tous crever. Et forcément, quand tu descends avec ta souris et que tu vois ça toute la journée, en fait, tu as exactement le même effet que si tu regardais BFM. Donc, réseaux sociaux, si c'est pour discuter avec les amis, oui. Si c'est pour partager des vidéos YouTube sympas, oui. Des blagues, oui. Mais pas pour se refarcir des informations qui seraient à l'intérieur des réseaux sociaux. Non, bien Et je sûr. reviens à nouveau, je l'ai dit, tu l'as dit, et on va encore le répéter, si ça commence à devenir conflictuel à la maison, il vaut mieux envoyer un mail ou téléphoner au médecin, au psychiatre ou au psychologue pour qu'il envoie une attestation pour pouvoir partir des lieux, aller ailleurs. Et comme ça, si on tombe sur la police à qui on a demandé de mettre des amendes, sortir l'attestation pour ne pas avoir l'amende. Mais ça, pour moi, ça doit se faire en bonne concertation avec le médecin. Il ne faut pas hésiter. Comment? Il ne faut pas hésiter à contacter son Ah, médecin tu as tout à fait raison. T'as tout à fait pour raison. pouvoir obtenir cette attestation pour sortir de ce confinement et aller C'est dans ça. un autre confinement. C'est ça, parce que tu as raison aussi de le dire, parce que c'est vrai que bon, lorsqu'on regarde les infos, en fait, on a l'impression que bon, le discours du corps médical, et on le comprend tout à fait aussi, c'est en gros, euh, si c'est pas en lien avec le coronavirus, limite, en fait, on n'a pas le temps. Mais en même temps, il y en a d'autres, et ils ont tout à fait raison, c'est ce qu'ils disent, et c'est vrai, c'est ça aussi, c'est que, encore une fois, c'est pas parce qu'en fait, il y a un virus que tout le reste s'arrête. Il faut continuer ces traitements médicamenteux lorsque du coup on a besoin de prendre des médicaments. Si on est suivi par tel ou tel professionnel et que ce professionnel-là peut nous proposer des prises en charge via le visio, via par téléphone, du coup à ce moment-là, il faut absolument le faire. Donc c'est pour ça que voilà, il y a des choses qui sont arrêtées pour le moment, mais les conditions de chacun d'entre nous, la santé, elle est là au quotidien et il faut quand même toujours faire attention à ça. Tu sais, j'avais partagé une petite vidéo en fait avec 5 astuces, par exemple, pour passer cette période difficile du mieux qu'on peut. Finalement, en fait, c'est ce qui. Alors, cette vidéo, elle n'était pas faite pour les. Elle n'était pas spécifique en fait pour chaque personne. On ne peut pas faire de vidéo pour qu'est-ce que vous faites si vous présentez tel profil, tel profil, tel profil. C'était un peu une vidéo, on va dire, un peu générale pour aider, je l'espère, chacun d'entre nous à pouvoir passer cette période particulière. Et du coup, dans cette vidéo, effectivement, il était dit aussi qu'il fallait quand même maintenir donc, les contacts sans forcément trop justement rester. Ça, c'est vrai que c'est super anxiogène les informations. Et quand bien même, du coup, en fait, on regarde les infos, il ne faut vraiment pas hésiter en fait, à en discuter avec quelqu'un d'autre. Ça veut dire que c'est pas juste, en fait, on prend l'information et en fait, on garde ça en tête et on ne peut plus ressortir cette information. Il faut absolument en fait, la ressortir, cette information, parce que ça se trouve, c'est totalement faux. Déjà, ce qui passe à la télé, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ça se trouve, c'est totalement faux. Et du coup, il faut en fait en discuter pour que quelqu'un d'autre nous dise que c'est faux. Ou alors, en tout cas, il faut en discuter pour pouvoir sortir, pour pouvoir exprimer cette anxiété qu'on pourrait avoir à cause de l'information en fait, qu'on aura eue sans forcément trop contrôler. Donc, il faut absolument maintenir le contact avec un maximum de personnes. Tu l'as dit aussi, si du coup on vit à plusieurs dans une maison et que du coup on n'a pas forcément décidé avec qui on voulait être confiné ou qu'on a fait les mauvais choix, éviter les situations conflictuelles parce que c'est bien lorsque du coup vous engueulez avec quelqu'un et puis de toute façon vous avez cette possibilité de pouvoir sortir quand vous le voulez ou de faire l'autruche toute la journée au travail. Mais du coup, lorsque vous êtes coincé avec la personne, c'est un petit peu plus difficile et c'est dommage en fait de rester dans une situation conflictuelle. Donc, on évite au mieux les situations conflictuelles, surtout que, encore une fois, on part du principe que la personne avec laquelle on est peut potentiellement en fait moins bien vivre la chose. Donc, on est là quand même pour s'entraider et pas forcément pour mettre des bâtons dans les roues de la personne avec laquelle on est. Et puis, de toute façon, si on est tout seul, du coup, je le dis, on n'hésite pas en fait à prendre des nouvelles. Et puis surtout, en fait, on accepte. Ça, c'est ce que tu avais dit aussi, c'est qu'en gros, en fait, on accepte que chacun d'entre nous, on profite de notre temps un peu comme on le veut. Ça veut dire que si j'ai besoin en fait de partir 2 heures, 3 heures dans la chambre pour être tranquille, j'ai le droit. Si en gros en fait mon activité ne touche pas la liberté de la personne avec laquelle je vis, en soi en fait j'ai le droit.
Par contre, il faut accepter que c'est sûr que si je reste 10 heures sur les jeux vidéo, ça, par contre, ça peut poser problème. Et du coup, donc ça, c'est un petit message aux parents. Évidemment que les enfants, en fait, ont toujours, encore une fois, besoin de cadre et de bienveillance pour pouvoir les aider, en fait, à se réguler et pour pouvoir avoir une bonne condition d'hygiène de vie. Après, j'ai envie de te terminer par un pot pourri de conseils. On parlait des violences conjugales. Du coup, on Si pourrait on, pas... Attends, t'as pensé à... Attends, t'en as combien, du coup, des conseils? je sais pas, je Ouais, crois tu dis, 3-4, je c'est crois. combien? 3-4. Ok, ok. Non, mais ça aurait été bien, tu sais, de faire genre le top Ah, top des conseils. 5. Ouais, c'est ça, des fois. Alors attends, il faut juste que je me rappelle de ce que j'allais dire. Oui. Alors, si ça s'engueule, mais qu'il n'y a pas de violence conjugale, on ne doit pas en déduire que ça veut dire que le couple est dysfonctionnel. On ne peut pas, en confinement pendant plusieurs semaines d'affilée, ne pas avoir des engueulades. Donc, ce n'est pas un révélateur que le couple est nul et que voilà, du coup, il faut qu'on se sépare. C'est que dans une vie, il n'y aura pas 2 ou 3 occasions similaires à un confinement comme on est en train de le vivre aujourd'hui. Donc, le couple ne serait pas en confinement, il n'y aurait pas forcément ce type d'engueulade. Donc, au lieu d'en déduire que le couple est dysfonctionnel et que c'est la preuve on n'est pas fait pour vivre ensemble, partons du principe que c'est inhérent au confinement et qu'il n'y a pas de prise de décision sur ce que va devenir le couple avant la fin du confinement. Parce qu'on est quand même dans une expérience de psychologie unique au monde. Et donc, le couple n'est pas fait pour se révéler ou montrer sa vraie nature dans un cadre de confinement. Le deuxième point concernant les jeux vidéo, alors c'est un grand débat, que les parents ne s'attendent pas à ce qu'un enfant ne soit pas sur les jeux vidéo toute la journée. De base, les enfants et les adolescents aiment les jeux vidéo et petit 2, les enfants vont pas subitement, parce que vous avez une maison à la campagne, passer 8 heures par jour dans le jardin ou le champ d'à côté. Il faut oublier, peut-être que les parents, ils adorent ça, mais les enfants, eux, dans leur cerveau, ils préfèrent les jeux vidéo. Euh, alors, en effet, il va falloir arriver à temporiser. Est-ce qu'on doit interdire les jeux vidéo? Est-ce qu'on doit chronométrer les jeux vidéo? Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas les jeux vidéo qu'on doit interdire aux enfants de s'amuser sur les jeux vidéo. Il faut simplement qu'on réfléchisse à quel moment le gamin, ça lui permet de se canaliser, à quel moment ça lui permet de ne pas s'ennuyer et à quel moment ça devient excessif. Donc, on va garder un cadre. Le gamin, de manière générale, le samedi, le dimanche, en vacances, il passe 5 heures sur les jeux vidéo. OK, à partir du moment où ça l'occupe et qu'il ne vient pas traîner dans le salon et qu'il n'arrache pas, le papier peint, qu'il reste 4 à 5 heures sur ce jeu vidéo. Par contre, en effet, s'il a un TDAH, il a des soucis et compagnie, et qu'il reste jusqu'à 23 heures, 1 heure du matin, là, va falloir remettre du cadre. Mais le problème, ce n'est pas les jeux vidéo. Le problème, c'est est-ce que ça canalise son ennui, ça c'est positif, est-ce que ça stimule ses symptômes, ça c'est négatif, ou est-ce que c'est contraire au rythme circadien et à l'hygiène de sommeil. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas les jeux vidéo en tant que tel, c'est l'impact des jeux vidéo sur les points positifs et les points négatifs. C'est un Je vais excellent... terminer mon propos, oui. Non, mais c'est un excellent pot pourri. Tout plein de bonnes conseils. Est-ce que, du coup, on a fait le tour. De toute façon, en fait, il y aurait encore tellement de choses à dire hein, par rapport au confinement. Limite, ce que je te propose, c'est que là, par exemple, pour aujourd'hui, on arrête et puis on voit justement en fait combien de temps de confinement il nous reste encore. Et puis après, à ce moment-là, en fait, on verra s'il ne faudrait pas refaire une petite vidéo sur le confinement. Parce que là, aujourd'hui, en fait, on est à 2 semaines. Hein, on est à 2 semaines de confinement. De toute façon, on est reparti pour encore minimum 2 semaines à voir justement d'ici 2 semaines si ça sera fini. Voilà, est-ce que du coup de nouveau en fait on repartira encore sur 2 semaines supplémentaires par rapport à ce qui a été annoncé. Et du coup, il faut comprendre que évidemment c'est pas évident. Encore une fois, en fait, c'est difficile pour tout le monde. Chacun d'entre nous, on a plus ou moins des facilités pour pouvoir gérer la situation. Chacun d'entre nous, en fonction des personnes avec lesquelles on est confiné, c'est plus ou moins facile. On ne vous en voudra pas, on ne vous en voudra jamais en fait que ce ne soit pas parfait ou en tout cas que ce ne se passe pas comme vous l'auriez souhaité ou espéré. C'est normal, c'est une situation qui est nouvelle et on doit faire avec cette situation. Donc oui, c'est compliqué. Oui, on ne gère pas du tout en fait ce qui se passe déjà pour nous-mêmes parce que bah, il peut y avoir un tout plein d'émotions pendant la même journée. Et c'est normal, en fait, il faut accepter ça et il ne faut surtout pas paniquer parce qu'il y a ce tout plein d'émotions pendant la journée. Et c'est vrai, on ne contrôle pas non plus ce que les autres peuvent ressentir comme émotion, mais ce n'est pas grave. Encore une fois, en fait, le but, c'est toujours de pouvoir apaiser les choses
et on ne peut que faire en sorte que les choses se passent du mieux possible et le plus rapidement possible en s'occupant. Alors du coup, tu as commencé par ça et tu as tout à fait raison. C'est que de toute façon, il faut réussir en fait à s'occuper parce que l'ennui est un ennemi extrêmement, extrêmement vicieux et l'ennui peut amener en fait à tout plein de mauvaises choses. Donc, il faut s'occuper de l'esprit, absolument. Il n'y a pas forcément une seule façon de faire pour s'occuper. On peut s'occuper comme on le veut. Ça peut être des activités manuelles, des activités où on lit, où on apprend tout plein de choses en regardant des reportages, c'est très bien. Des activités où on va du coup jouer avec les enfants. Le télétravail, du coup, c'est très bien. Si on ne peut pas non plus faire de télétravail et qu'on est coincé à la maison, bah, on prend des nouvelles des autres. Mais quoi qu'il en soit, on s'occupe du mieux qu'on peut. On maintient un rythme, c'est ce que tu avais dit aussi, du coup, en fait, ça c'est primordial aussi de maintenir un rythme. Il ne faut pas du tout se laisser totalement emporter comme ça en se disant, bah voilà, je ne sais plus tout quel jour on est, je ne sais plus tout qu'est-ce que j'aurai à faire. Non, 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 on maintient quand même un rythme. Ok, si, je sais pas, d'habitude vous vous leviez à 7h et que là, du coup, avec le confinement, vous vous levez à 7h30, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Le tout, c'est de pas non plus se laisser, comment dire, vivre et puis dormir jusqu'à midi. On maintient un rythme, coûte que coûte. C'est extrêmement important. Et puis encore une fois, bah voilà, tout ça en fait c'est éphémère, c'est temporaire. Ça va se terminer d'ici quelques semaines ou maximum un mois. Et puis après, du coup, on l'espère, tout reviendra à la normale. Voilà. Après, j'ai une dernière question. Là, c'est moi qui vais poser une question. Voilà. Sachant que toi, tu gères des enfants qui ont des pathologies, TDAH, 10, l'autisme, des pathologies comme ça, là, comment on fait? Parce que ces gens-là n'ont pas rendez-vous avec toi. Les éducateurs qui sont censés les aider sur certaines habilités, compétences et compagnie, remédiation, ils ne sont pas dispo. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que toi, de ta pratique, tu penses que le confinement empêchant une bonne prise en charge, les prises en charge sont mises en stand-by? Ou est-ce que tu penses justement que c'est le moment ou jamais de faire, selon les cas, de la guidance parentale par téléphone ou par Skype, voire prendre le gamin pour justement… Enfin, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ces moments, est-ce qu'il n'y a pas une forme de continuité à mettre en place? C'est une excellente question. La continuité, selon moi, oui, de toute façon, en fait, il faut qu'elle soit là, la continuité, parce qu'encore une fois, c'est pas parce qu'il y a confinement que tout s'arrête. Chacun d'entre nous, on continue d'exister, les enfants continuent d'exister, et du coup, s'il y avait prise en charge, bah, dans l'idéal, en fait, il faudrait maintenir ces prises en charge, et même limite, en fait, ce qu'il faudrait se dire, c'est bon, on profite de ce confinement pour pouvoir travailler autre chose qu'on n'avait pas le temps de travailler avec l'enfant. Alors là, du coup, on parle d'enfants en fait à profil atypique, on va dire ça comme ça, d'accord. euh, Typiquement, par exemple, bah, alors là, on parle des enfants scolarisés. Hein. L'enfant va à l'école et bah, du coup, en fait, à côté, j'ai pas le temps de travailler, par exemple, l'autonomie. J'ai pas le temps de travailler le lever, je sais pas, la préparation du petit déjeuner, le fait de s'habiller, le fait d'être à l'heure pour partir à l'école. Bah, là, vu que du coup, il y a pas d'école, tant qu'à faire, en fait, autant travailler l'autonomie. Donc, en fait, on va profiter de ce temps-là pour travailler toutes les choses qu'on n'aurait pas eu le temps de travailler parce qu'il y avait l'école. Après, les enfants qui sont de toute façon scolarisés et qui présentent du coup un trouble neuro, à ce moment-là, ce qu'on fait en fait, c'est que de toute façon, il va falloir maintenir le rythme. Parce que là, c'est pareil, hein, les enfants, c'est normal. Il y en a beaucoup, par exemple, qui vont être totalement perdus. Bah, qu'est-ce qui se passe en fait? Moi, je sais pas, j'allais à l'école, j'avais une AVS, j'avais des aménagements, j'avais mes copains, j'avais tout ça. Donc, en fait, il faut toujours, toujours, de toute façon, expliquer la situation. En tant que parent, on filtre l'information qu'on veut donner à l'enfant. On ne laisse pas l'enfant seul face à la télé. On filtre l'information qu'on veut transmettre à l'enfant pour que justement l'enfant ne soit pas trop anxieux par rapport à la situation. Et par contre, on profite de son temps-là pour travailler autre chose. Si les EduxP, si les professionnels sont dispo pour faire de la guidance parentale, ça serait l'idéal. Et en fait, il ne faut pas se dire que ça ne sert à rien parce que ça va être fait par téléphone. Au contraire, c'est même en fait, ça peut totalement servir parce que du coup, en fait, l'EduxP qui connaît par exemple l'enfant, qui connaît le fonctionnement de l'enfant, va pouvoir donner des conseils, va pouvoir donner des outils aux parents, même si c'est à distance,
pour que du coup les parents puissent les appliquer au quotidien avec l'enfant. Et puis de toute façon, voilà, Visio existe, le téléphone existe, donc on continue en fait de prendre les nouvelles des patients, ça c'est primordial. Et donc oui, il y a idéalement en fait une continuité dans la prise en charge pour tout le monde, pour tous ceux qui en fait étaient suivis par un professionnel. Eh bien, écoutez, merci Gabriel Raffi de nous avoir accordé ce temps. Merci Vincent Qui... Tribou, merci à toi, hein. C'est toi qui nous accorde de ton temps et de ton expertise pour que ça puisse être utile